Votre attention, s'il vous plaît, on va commencer. Donc, bonsoir à tous. On est tous ravis de vous rencontrer ici. Donc, je parle au nom du mouvement Yalla Soulen, comme je l'ai dit, qui est né des méandres d'un passé douloureux, qui s'est tenu donc au Mali via le massacre de l'ethnie Peul et tant d'autres ethnies qui ont été victimes des crimes barbares. Raison pour laquelle donc, nous avons jugé nécessaire de vous rencontrer et de vous parler un tout petit peu ce que c'est le mouvement Yalla Soulen. C'est un mouvement qui est né spontanément et qui heureusement s'est bien structuré par la suite, parce que nous avons au sein de ce mouvement des gens qui sont généreux, qui sont gentils, qui sont humains, et avec qui donc nous partageons le même idéal, l'idéal de remettre la paix et de remettre l'ordre partout où la douleur sévit, partout où la douleur s'installe dans le monde, et notamment en Afrique, parce que là, c'est là-bas où on rencontre beaucoup plus de difficultés. Donc, raison pour laquelle nous vous avons invité ici pour vous exposer un tout petit peu ce que nous comptons faire. Donc, je suis obligé donc de faire la présentation des personnes qui nous assistent. Donc, c'est des personnes morales qui sont épris de justice et des valeurs humaines. Donc, j'ai à ma gauche M. Babacar Sall, qui est notre conseiller technique et tactique, et à ma droite, j'ai M. Baba Omar Alpha Konaré, qui est un allié de longue date aussi. Donc je m'en vais tout simplement vous présenter quelques diapositives qu'on a préparées. Comme on le dit, quand on décide de danser, on danse, soit on danse, soit on danse pas. Donc il y aura certaines images qui vont peut-être vous choquer. On est désolé par rapport à ça. Pour ceux qui peuvent supporter les images douloureuses, vous pouvez peut-être trouver d'autres alternatives. Donc je vous préviens, il faudra vraiment qu'on aille directement jusqu'au bout des choses. Donc on a fait exprès de vous montrer les images pour attirer l'attention, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe au Mali. Ce n'est pas du tout un jeu d'enfant. Et raison pour laquelle donc, je vais vous présenter le travail qu'on a eu à faire. Mais malheureusement, hier soir, j'avais préparé beaucoup de slides. Donc là, j'ai l'honneur de vous présenter M. Amadou Diallo, qui est le consul du Sénégal, de sa présence. Donc il est présent dans tous les événements que nous organisons ici. Cela montre encore une fois qu'il est d'une bonne volonté et puis qu'il fait convenablement son travail. Et une petite standing ovation pour toute la salle, un petit applaudissement pour lui. Là on a M. Baba Alpha Omaro Konaré, qui est le fils d'un ancien président du Mali, que tout le monde connaît d'ailleurs. Donc je disais, je vais vous faire quelques démonstrations de diapositives qui renferment quand même quelques images un peu choquantes, mais on a fait exprès de le montrer tout de même pour permettre à tout un chacun d'entre nous de comprendre ce qui se passe au Mali, et ça va réveiller les consciences des gens. Donc je m'en excuse s'il y a certaines images qui vont devoir vous choquer, mais c'est la vie.
on rencontre ces gens de gymnase-là, et toute personne qui a une sensibilité qui est un peu différente de la mienne est priée soit de... Donc les chiffres aujourd'hui sont en parfaite évolution. On parle de 270 morts, des maisons ont été incendiées, des cheptels brûlés, il y a eu beaucoup de pertes de matériel, des voitures, etc. Donc là, je vais vous exposer un tout petit peu l'ampleur de ces dégâts-là. Donc là, c'est une toute petite image qu'on a eue juste après l'attaque. Vous avez vu comment l'état est pour ce village-là. Vous avez des maisons qui ont été détruites. Là, c'est des notes, on voit tout simplement. Là, on avait des cases plutôt qui étaient là, qui ont été complètement radiées de la liste, Là, le bilan fut catastrophique. Donc, on va me poser la question, c'est quoi le bilan de cette attaque? Le bilan fut très lourd, 153 morts, 76 blessés graves. Des hommes et des enfants, des femmes ont été brûlés vifs, comme on atteste ces images douloureuses. D'ailleurs, on voit une petite fille de 15 ans, 16 ans, deux petites filles de 15 ans, 16 ans qui sont victimes de ces incendies-là, et qui sont malheureusement décédées. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de pertes matérielles, des voitures. Là, c'est du bétail qui est brûlé vif. Quand on cible du bétail, quand même, cela prouve le degré de violence auquel ces personnes-là sont. Là, on va me dire qui sont ces victimes. Les victimes ne sont tout simplement que des Peuls. C'est une ethnie qui existe en Afrique. Partout en Afrique d'ailleurs, de la Mauritanie à la Somalie, du Mali en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ici, où est-ce que ces victimes vivaient? Parce que tout simplement au centre du Mali, vous vivez tout simplement au Mali. Notamment dans un village qui s'appelle Ouagassogou, qui est dans le centre qui est dans le Bankas, juste à côté de la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. Donc l'ethnie Peul, comme vous le voyez ici, c'est des sources qui proviennent de Wikipédia. Donc vous avez vu, ils sont présents presque partout en Afrique, que ce soit en Guinée, 4,9 millions, Nigeria 16 millions, Mali, Cameroun, Sénégal, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Guinée-Bissau, Gambie, Tchad, Côte d'Ivoire et tant d'autres pays. Vous avez posé la question, mais qui sont responsables de ces attaques-là? Ces responsables ne sont rien d'autre qu'une autre ethnie qu'on appelle les Dogons ou Dozo, qui n'est rien d'autre qu'une milice qui est armée par l'État malien, qui aujourd'hui, comme vous le savez, a été dissoute après un conseil des ministres extraordinaire. Ça, c'est jamais vu. C'est la première fois que je puisse savoir quand même il y a un président en Afrique qui fait des choses extraordinaires. Là, vous avez à votre droite le chef de cette milice qui s'appelle Youssouf Tolobo, qui aujourd'hui n'est pas inquiété ni par la justice ni par les autorités maliennes. Là, les relations ancestrales entre les Dogons et les Peuls. Comme je l'ai dit, les Dogons et les Peuls ont toujours habité ensemble. Donc pourquoi venir en 2019 nous faire comprendre que ces deux peuples-là ne s'aiment pas? Ça pose question et ça mérite réflexion tout de même. Là, c'est le bon voisinage. Là, je vous présente même sur cette photo. C'est une vraie photo, hein, c'est pas du trucage. Le monsieur, c'est un Peul. Et à votre droite, sa charmante femme. Au milieu, l'un de ses fils. Donc, quand on vous dit que ces deux ennemis s'haïssent, on se pose des questions. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi les causes de ce conflit? Les causes de ce conflit sont à la fois endogènes et exogènes. Pour les causes endogènes, il y a un problème de terre, donc la raréfaction des terres cultivables. Comme je l'ai dit, hein, l'Afrique aujourd'hui est dans une situation très très catastrophique parce que les gouvernants, bien sûr, sont en train de vendre les terres africaines à des peuples que tout le monde connaît. Donc ce qui se traduit par le fait que moi je suis de Dogon, j'ai 3 hectares qui m'ont été légués, 3 hectares de terre qui m'ont été légués par mes ancêtres. Et un beau jour, en 2019, on me dit, finalement, tu n'as que
2 hectares ou rien. Donc, vous vous retrouvez avec seulement 2 hectares alors que vous en avez 40 hectares. Ça pose problème. Parce que ces terres-là ont été vendues à des multinationales. L'autre aspect endogène de ce problème, c'est lié tout simplement à la faiblesse de l'armée malienne qui est sous-équipée et mal organisée. Il y a aussi également un problème d'injustice qui se traduit par le fruit donc des vols de bétail qu'on appelle la razzia d'ailleurs, comme tout le monde le sait. Et finalement, on n'arrive pas à attraper les voleurs ou les bandits. À cela s'ajoutent également d'autres facteurs beaucoup plus compliqués et complexes, notamment la pauvreté extrême. Quand on est pauvre ici, on est beaucoup plus vulnérable. Dans toutes les sociétés, c'est comme ça. Alors, il y a là la fameuse question de sous-traitance sécuritaire, comme pour moi la principale cause endogène. Donc ce qui se passe, c'est que l'armée malienne, qui est faible et diminuée, a tout simplement sous-traité la sécurité de ces pays-là, qu'elle a tout doucement remise à une milice qu'on appelle Dana Massabou pour assurer sa propre sécurité. Je pense que quand on est dans un état et on fait ce genre de choses-là, ça va tout simplement qu'on a failli sur toute la ligne, quoi. Donc d'autres causes également sont exogènes, notamment la guerre des impérialistes. D'une part, les impérialistes occidentaux, qui sont des impérialistes archaïques, et une nouvelle forme d'impérialisme qui, au jour d'aujourd'hui, est née, l'impérialisme arabo-salafiste, comme vous le comprenez, avec les Qatars, tout ça là, qui sont rentrés dans la danse. Et pour eux, le véritable terrain de jeu pour diviser les gens, c'est au Mali. Donc là-bas, nous sommes dans un pays qui au jour d'aujourd'hui est sur une phase de palestinisation. D'autres vont vous parler de Malistan ou d'Afghanistan de l'Afrique. Bon, il y a beaucoup de définitions qui ont été données par des experts. Donc le Mali également a été déstabilisé tout simplement par la rébellion également, la Méniala, qui aujourd'hui traite directement avec l'armée française sur ces questions-là. Donc suspense et boule de gomme. Il y a beaucoup de suspicions et beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Il y a également une autre cause exogène, notamment sur les accords d'Alger. Tout le monde en parle, mais moi j'en retiens juste 2 choses. Les accords d'Alger ne sont rien d'autre qu'un simple quota ethnique. On dit par exemple que dans chaque région du Mali, il y a un quota ethnique qui doit être représenté. On dit par exemple les Peuls dans la région de Gao, ils doivent être 40 dans l'armée malienne. Et dans la région de Gao, les Mossi doivent être 550, etc. etc. Et à Bamako, on vous dira les Peuls doivent être 1000 et les Mossi 150. Vous comprenez donc la finalité de cette chose. À cela également s'ajoute l'indépendance régionale. On dit à Gao, à tout moment tu peux demander ton indépendance. On dit à Bamako, à tout moment tu peux demander ton indépendance. On en fait pareil également à Sikasso, à Caille. Donc finalement, chaque région peut se lever un jour via les accords d'Alger et demander son indépendance. C'est pourquoi au départ l'État malien avait complètement refusé de signer ces accords-là. Bon, vous comprenez toujours ce qui se cache par derrière. Donc pourquoi on est arrivé là, à ce stade-là? Pour moi, là ça n'engage que moi bien sûr. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de compétences et d'expérience, donc je ne vais pas me tailler la casquette d'un historien ni d'un expert, mais quand même chacun a son mot à dire. Je pense que moi les conséquences qui vont en découler, c'est tout simplement les peuples vont s'organiser, ils vont vouloir riposter, ils vont créer leur propre milice d'autodéfense, malheureusement. Et s'ils créent leur propre milice d'autodéfense, ça veut dire tout simplement qu'ils vont aller riposter sur l'ethnie qui les a attaqués. Donc je te donne un coup de poing lundi, tu me remets un autre coup de poing le samedi. Donc ça va être un cercle vicieux et infernal. Alors, les conséquences également sont néfastes. Il y a un risque d'embrasement de la sous-région. Et à cela aussi
s'ajoutent des crises humanitaires que tout le monde connaît d'ailleurs, la famine, les maladies, les réfugiés, tous les réfugiés dans les pays limitrophes, etc., etc. Maintenant, nous nous sommes posé la question, que fait-on maintenant, puisqu'il en est ainsi? Faudrait-il que chacun reste dans son coin en disant, moi je travaille au ministère de l'Industrie, je gagne bien ma vie, je m'en fous de ce qui se passe au Mali. Vous dire que moi je suis ça, je m'en fous extrêmement. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes posé cette question-là. Alors, faudrait-il armer les peuples pour se protéger? Évidemment, tantôt certains vous diront oui, d'autres vous diront non. Ou encore, faudrait-il les encourager à la riposte? Pour moi, la réponse, c'est non. La violence fait appel à la violence. Pour moi, la réponse est non et non. En revanche, nous nous sommes posé des questions pour dire qu'il faut tout simplement alerter, faire de médiation, indexer les forces maliennes qu'on appelle les FAMA, plus connues par ce nom-là, l'administration ou la force Barkhane. Ou encore, est-ce qu'il faudrait agir? Moi, je pense que nous, à notre niveau, on peut indexer, mais bon, notre échelle de performance va être sur la prévention, sur le fait de tirer sur la sonnette d'alarme, alerter. Alors, il s'est passé quoi? On s'est dit donc on va essayer de sensibiliser les gens de ce qui se passe au Mali en utilisant les voies et les moyens légaux, les voies et les moyens légaux qui existent aujourd'hui en France. Manifester. C'est le seul moyen que nous pouvons avoir aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi moi-même j'ai pris l'initiative de le faire, parce que c'est facile de vouloir se cacher derrière son tout petit doigt, comme le dit mon frère Babacar, pour fustiger, pour condamner, pour divertir. Le meilleur moyen, c'est d'agir. Je me suis rendu à la Tour Eiffel pour faire un live à travers les pancartes que vous voyez ici. J'ai tout simplement voulu jouer les jeux en prenant différentes personnes venues de diverses régions. On sait que dans la plupart des cas, ça touche beaucoup plus, et surtout quand mon cousin ou mon frère Barry voit qu'il y a un Chinois, une Chinoise ou il y a une belle Polonaise qui a le slogan qui dit qu'il faut défendre les peuples, il faut défendre les peuples. Et même si les peuples, il va se dire, tiens, si les Chinoises et les Polonaises ou encore les Arabes défendent les peuples, pourquoi moi je ne vais pas défendre les peuples? Donc on a fait avec nos moyens. Cette marche que vous voyez, ça nous a coûté 6 000 €. Donc chacun peut faire une marche, mais pour nous, quand on fait une marche, il faut s'organiser. Il faut savoir ce que l'on veut, avoir un but bien précis. Avant d'entamer cette marche, on a eu à rencontrer beaucoup d'associations qui ont le même combat, qui sont là depuis longtemps et puis qui ont fait un excellent travail à l'image de l'ONG Kissel, qui est représentée aujourd'hui par Baba, qui n'était pas là malheureusement ce jour-là, mais qui a délégué d'autres personnes qui sont venues représenter son ONG. Et ça a bien marché, c'était des gens compétents, rigoureux et travailleurs. Chapeau à toi, Baba. On a discuté, on a mis en place une équipe soudée qui va travailler en fond, dans le fond et dans la forme. Raison pour laquelle on a eu ces résultats-là. Donc il va vous présenter un autre aspect social de ce mouvement-là, parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de difficultés, en tout cas nous les Africains ici en France. C'est la raison pour laquelle on compte mettre en place une plateforme d'entraide et de relations pour avoir du travail, pour des problèmes administratifs, etc. Donc raison pour laquelle je préfère me taire sur ça et remettre la parole à Babacar. Donc je vais remercier vivement de votre présence. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer tout le monde et vous remercier pour cette belle initiative sur une question aussi sensible et qui se passe donc en Afrique et précisément dans notre géopolitique, donc en tant que Sénégalais. Le Mali, c'est un pays voisin. C'est un pays plus que voisin parce que vous vous rappelez qu'il y a une fédération sénégalo-malienne juste après les indépendances
Donc nous avons cheminé avec eux pendant 3 mois. Et donc c'est pour ça que nous avons les mêmes couleurs de drapeau. C'est un pays frère, un pays ami, un pays avec lequel nous partageons beaucoup de choses. Quand ce pays est touché, forcément le Sénégal est touché. Donc c'est vrai que je représente le gouvernement du Sénégal ici, mais comme je l'ai dit tantôt, moi je suis Peul aussi, et je sais que la question elle est extrêmement sensible, et malheureusement qu'elle ne s'arrête pas qu'au Mali, et c'est toute cette partie de l'Afrique qui a des difficultés de ce genre. Vous avez évoqué donc le djihadisme et aussi des forces qui sont présentes dans cette zone. Donc le G5 en particulier, qui a été mis en place justement parce que cette menace est là. J'étais en train de calculer un peu l'étendue du territoire malien. Vous savez que le territoire malien fait plus 63 le Sénégal. C'est un pays extrêmement vaste. Et c'est un pays, pour le sécuriser et le couvrir, il faut des moyens. Et c'est valable pour la Mauritanie, c'est valable pour le Congo et d'autres pays. Ça n'explique pas seulement les difficultés, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la partie du Mali qui est touchée dans cette affaire est plus grande que le Sénégal. Est plus grande que le Sénégal. Alors, donc, c'est pour vous dire que nous avons un défi, un grand défi devant nous, et je vous encourage, c'est la raison de ma présence ici, et vous félicite pour tout le travail de sensibilisation que vous faites. Parce qu'effectivement, quand il y a des problèmes comme ça, il faut qu'il y ait des forces de la société civile, donc qui sortent et qui essayent en tout cas d'accompagner ce débat et naturellement la résolution de ce problème. Donc je voudrais tout simplement vous dire que votre travail est très difficile, je le sais, parce que vous serez entre plusieurs marteaux. C'est le marteau donc d'être dans la diaspora. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous impliquez? Donc toutes ces questions-là vont forcément revenir, quelle que soit la légitimité de votre combat. Notre marteau, c'est des raisons de pays aussi, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans une géopolitique où nous avons une présence de forces extérieures pour aider, pour assister. Comme dans le passé, il y a aussi des aides et d'assistance, parce que tout simplement, les forces en présence ne sont pas assez outillées pour faire face. Ensuite, il y a aussi donc, tous ces problèmes aussi ethniques. Les gens vont dire mais qui ils sont, pourquoi ils en parlent, de quelle ethnie ils sont, quel est l'intérêt. Donc tout ça sont des marteaux qui font partie de la vie. Et l'essentiel, vous l'avez dit dans votre conclusion, vous allez avancer, et vous allez faire face à toute cette pression, ou en tout cas à tous ces obstacles qui vont se dresser devant vous. Mais sachez que c'est un combat noble, c'est un combat humaniste et humanitaire, mais aussi c'est tout simplement un combat de sauvegarde de la stabilité de nos pays. Parce que quand je parle de nos pays, nous avons hérité des tracés coloniaux. Ça a été décidé dans des bureaux où on nous a séparés de la Gambie, le Sénégal, qui est un pays frère. Vous allez voir deux frères de même famille, l'un est gambien, l'autre est sénégalais. Et c'est valable partout en Afrique. Donc, et les questions ethniques aussi sont là. Donc vous allez dans toutes les frontières du pays, vous allez trouver qu'il y a des ethnies qui sont très proches d'une partie de l'autre partie. Donc ce sont des questions, en tout cas, qui nous concernent, qui font partie aujourd'hui de l'enjeu de la stabilité de notre sous-région et même de nos pays. Et je vous y encourage fortement. Prenez vraiment le
taureau par les cornes, il faut y aller. C'est très compliqué, mais je pense qu'à force de faire comprendre aux gens, à force de sensibilisation, à force de rallier beaucoup de personnes dans votre combat, nous allons parvenir à des résultats. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, merci de m'avoir invité ici. C'est vrai que c'est un grand plaisir d'être là pour un événement de Yo Allah Soren, parce que le mouvement s'est mis en place de manière très spontanée et c'est un mouvement qui a essayé d'être vraiment inclusif. Donc ça c'est vraiment très important, parce que dans l'activisme pour les droits humains, et puis comme je ne vous l'apprends pas à beaucoup d'entre vous, dans les associations Peul, souvent il y a des divisions. Mais Yo Allah Soren a vraiment réussi à nous rassembler pour des manifestations, a réussi à concentrer nos différentes initiatives. Et donc c'est vraiment très naturellement que moi, au nom de Kissal, je viens pour apporter notre soutien à Yo Allah Soren. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait plus travailler, comme le travail de pédagogie sur ce qui est en train de se passer, avoir des chiffres plus exacts, avoir des données historiques qui sont plus fiables, avoir des analyses actuelles qui sont plus solides. Ça, c'est quelque chose qui se fera petit à petit. Mais c'est très bien que les activistes se soient mis ensemble. Ce n'est pas leur job, ce ne sont pas des spécialistes en relations internationales, en géopolitique, en stratégie militaire, mais ils sont là, ils font une différence, ils se font entendre, et c'est très bien lorsqu'un gouvernement comme le Mali arrive enfin à prouver qu'il peut avoir un rôle sur le terrain, comme ça a été fait à travers la dissolution de la milice d'Anna Abassabou. Moi, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est peut-être présenter un peu le combat pour les droits humains à travers l'expérience de Kissal de manière très brève, et puis voir les complémentarités et ce qui peut se passer ici pour être très pragmatique. Donc Kissal à la base est vraiment né parce qu'on a fait face aux plaintes des populations pastorales, notamment des populations Peul, lors d'un congrès qui a eu lieu en 2013 au Burkina Faso. Et à la base, il s'agissait vraiment de se poser pour apporter des solutions de médiation aux conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, qui ont toujours lieu en période de transhumance et même en dehors de ça. Mais par la suite, malheureusement, à cause de l'actualité très violente, on a dû se spécialiser autour des exactions commises par les armées nationales en Afrique de l'Ouest, mais également par des groupes armés divers, aussi bien les mouvements djihadistes que des bandits ou des mouvements communautaires qui s'en sont pris à des civils de différentes communautés ou obédiences. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous, on est nés avant tout à partir d'initiatives du monde Peul, donc forcément, on a des informations des Peuls avant tout, et notre sensibilité va dans ce sens-là, même si le plan, c'est quand même de travailler avec tout le monde. Mais la situation est tellement toxique aujourd'hui, tellement gâtée, que même lorsqu'on veut parler au nom d'autres communautés, on se rend compte qu'on n'arrive pas vraiment à le faire parce que tout le monde se méfie. Tout le monde pense qu'il y a des agendas cachés, qu'il y a des manipulations diverses, et ça fait qu'on n'arrive pas à parler au nom de toutes les victimes, et c'est vraiment très triste. D'ailleurs, en ce moment, avec un collectif, on est en train d'essayer d'organiser une collecte d'argent pour les victimes du centre du Mali. Et c'était très bien parce qu'on a bénéficié de conseils et d'encouragement de la part de Yo Allah Soren aussi. Des initiatives, il y en a beaucoup dans ce sens et vraiment on les encourage parce qu'il y a besoin de beaucoup d'aide. Mais la question c'est de savoir comment est-ce qu'on pourra délivrer comme il faut. Nous on veut délivrer à toutes les communautés qui ont été victimes, quelles qu'elles soient. Mais on se rend compte que les associations qui hier étaient proches, aujourd'hui se regardent en chien de faïence. C'est le cas à Bamako entre les différentes associations culturelles. Et ça fait que pour une médiation vraiment sincère, on est très très loin du compte. Tant qu'il y aura des violences, tant qu'il y aura des exactions, ce sera vraiment très difficile d'avoir une action durable pour réconcilier les populations. C'est la raison pour laquelle, tout en disant qu'il y a une nécessité d'avoir une analyse anthropologique, sociologique de ce qui est en train de se passer, on ne peut pas tout ramener seulement aux bonnes pensées de se dire oui, donnons-nous la main, on a été parents pendant très longtemps. Je pense, ma conviction, après plusieurs années dans le plaidoyer pour les droits humains, c'est que malheureusement, on est obligé de passer par une phase
où il faudra une action militaire décisive pour faire baisser le niveau de violence en dessous d'un certain seuil. Sans ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Des concertations, des réunions, des tentatives de médiation, il y en a eu des dizaines depuis que ces violences ont atteint leur niveau paroxystique à partir de 2015, mais ça n'a rien résolu. Il y a eu des accords de cessez-le-feu, mais ça n'a pas été respecté parce que le lendemain, des civils se font tuer. Donc les velléités de vengeance se lèvent juste après. Là, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on n'est pas les porteurs d'armes, ce n'est pas à nous de dicter la doctrine des militaires, mais par contre, on a accès au terrain, on a accès à des témoignages, et ça nous rend responsables et ça nous rend légitimes pour expliquer comment il faudrait agir avec les populations. Un exemple très très simple, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que les Peuls détestent l'armée et que naturellement, les Peuls voient les militaires comme une force d'occupation. Mais ce n'est pas une chose qui a toujours été ainsi. C'est vraiment un phénomène moderne. Je me souviens avoir parlé avec des personnes qui étaient adultes déjà dans les années 80, quand il y a eu la guerre entre le Mali et le Burkina très brièvement, et qui racontent que les bergers Peuls étaient les personnes qui donnaient des céréales, qui donnaient des vivres aux soldats pour leur permettre de survivre et qui leur donnaient des indications géographiques aussi. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Il ne faut pas le voir comme un constat de trahison de la part des civils, il faut le voir tout simplement comme un constat de déception totale et une impossibilité d'avoir confiance en des forces qui se sont rendues coupables d'exactions sans qu'il y ait eu de la justice derrière. Donc en même temps qu'on attend à ce que les forces soient républicaines, on attend aussi qu'elles aient une action vraiment décisive. C'était très bien que le gouvernement malien ait décidé la dissolution de Dana Bassagou, mais quelques semaines après, lorsque l'armée est partie pour arrêter l'un des responsables de cette milice que moi j'appelle terroriste, parce que c'est une milice qui joue sur la peur, c'est une milice qui a une idéologie d'épuration ethnique, c'est une milice qui a tué plus de gens que les djihadistes ne l'ont fait. Donc pour moi c'est du terrorisme domestique. Donc l'État a envoyé des militaires pour interpeller l'un de ces responsables-là, et là c'est la population qui a refusé. La population a décidé que non, elle n'allait pas laisser ce responsable parce qu'eux, ils considèrent que l'État a failli dans ses missions et qu'en tant que Dogons eux-mêmes, ils doivent accompagner ces milices parce que ces milices sont la seule réponse face à la terreur des djihadistes. Donc là, on a un problème d'effet de l'armée pour protéger les uns et les autres, mais on a aussi vraiment une impossibilité, une difficulté pour l'État à reprendre sa légitimité et à convaincre qu'il peut effectivement avoir une puissance suffisante. Et c'est la raison pour laquelle je me mets vraiment en porte-à-faux de beaucoup de discours qui appellent à chasser les Occidentaux. Moi, j'ai été au Mali au moment où il y a eu le coup d'État, et j'ai suivi de très près l'intervention française, et je me souviens que quelques jours avant, l'opinion publique malienne disait « Non, on n'a pas envie qu'il y ait une intervention française, on ne veut pas de force coloniale, etc. etc. » Mais je peux vous garantir que le jour où l'intervention a été faite, les gens étaient très contents. C'est facile quand on est à Bamako de se dire, de faire des manifestations, de dire tout le monde dehors, etc., etc. Mais ceux qui étaient dans les zones occupées, ils savent. Les gens qui étaient dans le cercle de Douanza, les gens qui étaient à Gao, qui ont bravement lutté, résisté pendant des mois, savent ce qui était en train de se passer. Et comment ces mouvements djihadistes, et même les mouvements rebelles aussi, étaient en train de terroriser. Donc il fallait tout aplanir. Ça a été fait avec l'appui de l'armée française. Par la suite, la mission onusienne de la MINUSMA est venue. Ça ne se passe pas comme on voudrait, il y a beaucoup de déceptions, mais on n'a pas le choix pour l'instant, parce que c'est eux qui ont une certaine capacité d'interposition, même s'ils ne le font pas comme on voudrait qu'ils le fassent. L'armée malienne, elle a du mal, mais elle est en train d'essayer de se restructurer. On est impatient parce que forcément, le nombre de victimes est toujours très important. Mais quelle autre alternative on a ? Mettons même qu'on demande aux civils de s'armer, ce que je ne peux pas du tout encourager en tant que défenseur des droits humains et pacifiste, mais même si les civils s'armaient eux-mêmes, de 1, s'il s'agit des civils Peuls, ils sont beaucoup moins perfectionnés en type d'armes, ils n'ont pas l'entraînement nécessaire, ils ne feront pas face aux milices et ils ne feront pas face aux djihadistes qui les considèrent aussi comme des ennemis. Les djihadistes ont commencé par tuer les Peuls eux-mêmes pour créer un vide en termes de pouvoir dont ils auront pu bénéficier de manière totalement opportuniste. Et puis même si jamais ils avaient suffisamment de force pour combattre,
ça créerait un nouveau problème où il y aurait des vengeances sur des populations d'Oron ou autres qui n'ont rien demandé. Les milices, on sait tous comment elles commencent, mais on ne sait jamais comment elles finissent. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très dangereux. Donc on est obligé d'espérer que l'armée malienne, avec ses partenaires de l'international, ira de mieux en mieux. Et c'est la raison pour laquelle il faut continuer les pressions pour que la mission onusienne et les partenaires soient responsables et changent leur tactique d'une manière qui peut nous servir. C'est à nous de le réclamer, c'est à nous de le demander de nos autorités. C'est la raison pour laquelle on tape sur les autorités, mais il faut qu'on leur donne la main aussi. Parce que nous sommes des frères, nous sommes tous du même pays, nous voulons tous la paix. On n'a pas du tout intérêt à être antagonistes avec nos États aujourd'hui. Ils ont besoin de nous pour bien faire leur travail. Nous, on a besoin d'eux pour protéger les différents civils. Et c'est la raison pour laquelle il faut aller partout. Il faut rencontrer les diplomates, il faut rencontrer les politiques, il faut aller aux conférences. Et c'est un travail qui est très ingrat, c'est un travail dont on ne voit pas l'effet comme, contrairement au fait d'aller donner des sacs de riz, d'apporter des secours médicaux, etc., qui sont absolument l'urgence et la nécessité. Mais ça n'empêche que sur la longue durée, il faut s'engager sur des dialogues et il faut vraiment occuper l'espace. La rébellion Touareg, aujourd'hui, on voit que beaucoup de ces anciens membres ont eu gain de cause. Ils ont eu des gens dans le gouvernement malien, ils ont pu peser dans les accords d'Alger. Tant mieux pour eux, vraiment, moi je dis tant mieux pour eux s'ils ont réussi, eux, à se battre, à faire le plaidoyer dans ce sens-là. Que les autres communautés s'inspirent de cette expérience-là et se disent que, à leur tour aussi, elles peuvent faire des groupes de pression qui peuvent être entendus. Je sais pour avoir parlé avec des gens de Barkhane, des gens de la MINUSMA, des gens des affaires étrangères ici, des gens de la diplomatie d'autres pays qui sont réceptifs, mais ils demandent à avoir des interlocuteurs sérieux, des interlocuteurs crédibles et des interlocuteurs qui peuvent vraiment leur donner des garanties sur les actions sur le terrain. Et c'est là où je pense qu'on peut essayer d'entrevoir des perspectives pour le futur, notamment à travers l'action de la diaspora. Les gens accusent souvent la diaspora de faire de l'agitation, de gêner les gouvernements. On dit toujours oui, mais vous n'êtes pas là, c'est pas vous qui savez ce qui se passe, etc., etc. Moi je dis ça c'est vraiment n'importe quoi. Parce que de un, la diaspora apporte du soutien matériel qui est inestimable. Et puis la diaspora, nous sommes tous là. Moi qui vous parle, je suis né ici en France, je suis français comme beaucoup d'entre vous. D'autres sont américains en même temps qu'ils sont peu les Maliens, d'autres sont belges, etc. Nous sommes des citoyens de ces pays-là. Donc nous devons nous adresser à nos responsables politiques et leur demander de peser de tout leur poids. La semaine dernière, mes collègues vice-présidents de Kissal, Binta Sidibé et Tidjani Bari, qui sont du Burkina et de la Guinée, donc c'est pour vous dire comment chacun se sent concerné, ont été reçus par une députée de l'Assemblée nationale française, Sira Silla, qui a bien voulu interpeller le gouvernement à propos des exactions qui se passent et au Mali et au Burkina Faso. Ça c'est super et c'est ce qu'on doit continuer à faire encore aujourd'hui. Il ne faut absolument pas fléchir et c'est la raison pour laquelle, pour conclure, moi je dirais que j'encourage toutes les initiatives de Yo Allah Souveraine et le conseil que je donne c'est de vraiment être inclusif, de parler avec les peuples, parler avec les autres Africains, parler avec les responsables politiques et nous, chez Kissal, on s'engage vraiment à rester derrière Yo Allah Souveraine et toutes les personnes de bonne volonté tant que l'agenda reste la paix, le pacifisme et la défense de toutes les communautés qui sont victimes. Merci. Remercier Mimo, je ne sais pas d'ailleurs si je dois le remercier, parce qu'il m'embarque dans une aventure où j'aurais voulu vraiment un peu fuir mes responsabilités, mais il m'y oblige au quotidien, parce que c'est une question quand même très complexe, qui expose les gens qui sont engagés dans ce combat. Je l'appelle affectueusement le défenseur des 40 millions de peuples. Bon, on a cette contradiction, je lui ai dit, moi je m'en réfère aux 40 millions, parce que scientifiquement, on ne va pas encore démontrer les 90 millions, c'est un challenge à relever. C'est vrai, les peuples sont partout, plus d'une dizaine de pays, essentiellement, si je ne m'abuse, en Afrique de l'Ouest. Comme l'a dit monsieur le consul, que je remercie, je le remercie vraiment de sa présence. C'est un secret de polichinelle pour certains de savoir ce qui nous lie et ce qui nous oppose. Je pense que ce qui nous lie est plus important. Et c'est vrai, il l'a bien souligné,
c'est une question très complexe, l'histoire des peuples. Je commencerai par dire quand même qu'on est tous des militants des droits humains. On l'est tous. Mais c'est vrai que ça a beaucoup plus d'acuité encore quand c'est son ethnie qui est en jeu. Et c'est vrai qu'on est, on est peu. On est peu. On n'a pas choisi d'être peu. On est peu. Donc, ce qui veut dire que quand on est militant des droits humains et que notre propre communauté est touchée dans son intégrité physique, en sachant faire la part des choses, il faut savoir quand même s'engager. Et c'est des remerciements que je tenais en avant-propos à Mimou, parce qu'on ne peut pas se détourner de notre responsabilité. On est tellement en fusion que quand j'ai entendu tout à l'heure M. Konaré, j'ai tiqué. Et c'est ce que tu as relevé tout à l'heure. M. Konaré a beaucoup d'expertise sur ces questions-là. On salue son expertise. Moi, j'en ai pas. Franchement, sur cette question, j'en ai pas. Mais j'ai la naïveté de croire qu'on ne peut pas opposer la violence à la violence. Parce que sur ces deux aspects qu'il a soulignés, je ne peux pas croire que la violence soit une source, une solution à ce problème-là. Je ne crois pas non plus aux sapeurs pyromanes. Parce que l'intervention française, elle est salutaire, évidemment. On ne va pas la refuser. Mais il faut aller peut-être au fond des choses pour savoir qu'est-ce qui a occasionné cette dynamique qui a amené qu'aujourd'hui, pas seulement au Mali d'ailleurs, mais sur beaucoup de pays, on soit totalement démunis et qu'on n'ait plus les moyens d'assurer notre propre sécurité. C'est très profond, il faut aller peut-être plus loin pour le faire. Je m'en arrête là parce que je ne veux pas être long, et comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas d'expertise sur ces questions, mais en tout cas, je voulais relever ça, ces deux points en tout cas qui méritent une réflexion. Et d'ailleurs, ce que je vais présenter, c'est la partie non visible de l'iceberg. Parce que le 30 mars, il y a une forte mobilisation. On l'a vu. Il a bien dit, Mimou. C'était un moment opportun où on a vu que c'était un travail pédagogique où le déversoir de la colère sur un axe démocratique s'est fait sur le parvis parisien. C'était très bien. Je t'en félicite, j'en félicite l'ensemble des participants. Mais il y a un travail de fond à faire. C'est un travail de solidarité, c'est un travail de conscientisation. C'est un travail, parce que la paix, elle est difficile à construire. Mais elle est inéluctable. Sans paix, point de devenir, si j'ose dire. Donc nous, ce qu'on propose au niveau de notre mouvement, c'est déjà commencer là où on peut être utile. Aujourd'hui, il y a une communauté qui est là, qui subit les retombées de ces conflits-là, qu'on peut aider de manière très pratique. Et donc tu peux me lancer le diapo parce que je ne sais pas comment tu peux... Et une très belle idée, une idée vraiment à saluer. Et en écoutant la présentation, j'ai comme l'impression que l'association ne se limite qu'à la zone géographique qui est le Mali, que ça ne se limite qu'aux problèmes maliens. Donc je ne vois pas dans la présentation les autres pays concernés, le Sénégal par exemple, la Guinée-Conakry et les autres pays africains. Et aussi, je trouve que dans la présentation, on n'a pas assez parlé du problème des victimes en général, des autres communautés qui ne sont pas Peul. On a spécifié l'explication au Peul et on pourrait l'élargir encore plus pour intégrer toutes les personnes victimes de violences, quel que soit le genre. Donc ça serait une bonne chose et ça faciliterait le passage pour que cette association-là puisse passer un peu partout, la flexibilité. Ça permettrait à des gens de pouvoir être moins critiques sur les actions que cette association mènera sur le terrain. Donc c'était ça les questions qui me sont venues à l'esprit. Merci. Ce n'est pas une omission, on en discuté avec l'avocat d'ailleurs. C'était juste pour présenter le mouvement, pourquoi on est né. C'est né à partir de quel moment, à partir de quel... c'est quoi l'élément déclencheur en fait.
Donc l'élément déclencheur, c'est justement le massacre du village de Orsabo. Mais je précise quand même, il n'y a pas Orsabo qui a été attaqué. Il y a le village de Lingara et tant d'autres villages aussi qui ont été attaqués. Mais se lever d'un seul coup et tuer 130 personnes d'un seul coup, ça c'est jamais vu en fait. Donc c'est ça l'élément déclencheur. On pouvait vraiment revenir en arrière. D'ailleurs, même si vous voyez dans ce qui est derrière ici, vous voyez bien c'est écrit Yellow Fight Again, Fulani, génocide Mali et Burkina. Donc ça veut dire que ça englobe également le Mali et le Burkina, les principales zones les plus concernées par cette tuerie-là. Évidemment, si par exemple, bon, je ne le souhaite pas, je préfère même pas dire le nom d'un pays, mais si un pays aujourd'hui qui est touché, des personnes qui sont d'une ethnie Toto, qui sont attaquées par une ethnie Tata, évidemment qu'on va prendre leur défense. Donc on n'est pas sectaire, on est en Afrique, même ici en France, mais partout ailleurs. C'est un mouvement international qui travaille à l'international, qui travaille sur toutes les questions. Donc on n'a pas une préférence sectorielle ou géographique. Voilà comme réponse. En revanche, ce que je voulais dire par rapport au diapositive, on a voulu expliciter l'élément déclencheur de ce mouvement-là. Donc, de l'expérience de Kissan sur le fait de couvrir beaucoup de pays. Malheureusement, souvent, tout le monde est de bonne volonté, tout le monde veut travailler sur beaucoup de pays, mais quand on demande aux concernés maintenant de contribuer, là, les gens commencent à disparaître. Sinon, chaque jour qui se passe, il y a des problèmes au Bénin, il y a des problèmes au Togo, il y a des problèmes au Burkina Faso. Ce qui se passe même, c'est pire selon moi que ce qu'il y a au Mali. Et Girgou, le 1er janvier, il y a eu plus de 200 tués. Et après Arbinda, encore il y a quelques semaines, il y a eu des dizaines de tués. Ça ne finit pas là-bas. Et contrairement au Mali, il n'y a pas de MINUSMA, il n'y a pas de présence étrangère pour faire la transparence sur les choses. Donc tout ça pour dire que les défis sont grands, mais on peut faire les choses que pas à pas, quoi. Et on peut espérer qu'une initiative comme Yoala Solen, ça va encourager d'autres à se dire, à partir de maintenant, nous aussi on peut y arriver, on a des relais dans d'autres endroits et on va travailler pour nous-mêmes. Qu'ils aident Yoala Solen à les aider. Mais Yoala Solen ne peut pas couvrir tous les terrains, comme Kissan ne peut pas le faire non plus, mais c'est déjà une très grande chance d'avoir une connexion avec les gens du terrain qui appellent du Tchad, de République centrafricaine, etc. Une fois que ça c'est fait, à nous de leur prouver aussi qu'on a une capacité de pouvoir les aider et ensuite chacun fera son job. Je pense que Yoala Solen a des ambitions plus larges que nous. Nous, chez Kissan, on se concentre vraiment sur le plaidoyer, la communication et le réseautage. Donc nous, on est là pour accompagner d'autres associations à chercher des partenaires pour l'humanitaire par exemple. Mais on n'a pas vocation à faire de l'humanitaire parce que logistiquement c'est très dur aussi. Mais je pense que d'autres plateformes peuvent parfaitement le faire et on les soutiendra là-dessus. Bonjour à tous, je remercie pour cette invitation. Le mouvement Yoala Solen est un nouveau mouvement et qui est né d'une cause. Et je pense que la cause est très positive. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique présente beaucoup de problèmes. Et si on va y ajouter des problèmes de génocide, c'est que l'Afrique est vraiment en régression. Moi, la contribution que je voudrais donner aujourd'hui, c'est une solution face au problème global. Je pense qu'on a beau sensibiliser les populations et toujours rien ne se passe. Donc on se dit, est-ce qu'ils ne comprennent pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de compréhension, ils ne nous reçoivent pas, ils ne perçoivent pas ce qu'on dit, ils sont ignorants, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Moi je pense que le problème de l'Afrique dans sa globalité, c'est l'éducation. C'est là que tout le monde a failli, c'est là que tout le monde a échoué, et c'est là qu'aujourd'hui que tout le monde continue à échouer. Parce qu'il nous faut en Afrique une éducation basée sur les traditions, sur les cultures africaines, sur les langues africaines, afin que les générations futures puissent comprendre déjà leur culture, leur tradition, leur histoire et puissent apporter des solutions par elles-mêmes. Parce que aujourd'hui on parle de génocide. C'est vrai qu'il est à bout, il nous parle
d'intervention militaire. C'est la nature humaine, c'est normal. Mais nous ne souhaitons pas régler par la violence, on est d'accord sur ça. Par contre, est-ce qu'on peut régler les problèmes aujourd'hui, là où nous sommes maintenant? Il y a eu de pires problèmes, bon, comme des génocides aussi. Mais concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien du tout. Rien du tout. On ne peut pas aller en guerre, on va leur parler, ils ne vont pas nous écouter. Mais par contre, on peut faire une chose qui nous concerne tous. On peut forcer, on peut parler aux dirigeants pour qu'ils changent l'éducation, pour préparer les enfants de demain. Parce que nous, on a déjà subi. Mais eux, ils peuvent changer les choses. Et moi, je pense que ça peut être basé que sur l'éducation en Afrique. Et eux-mêmes, s'ils doivent faire des interventions militaires, eux-mêmes en décideront. S'ils doivent régler les problèmes par le dialogue, eux-mêmes en décideront. Parce que eux-mêmes comprendront le fond des problèmes qu'ils subissent. Et pas une autre personne. Donc c'était la simple contribution que je voulais donner, qui est très bonne et qui est un début d'un long chemin. Je vous remercie. Je suis engagée parce que je pense qu'il y a des combats qui méritent d'être menés au-delà de l'appartenance ethnique, sociale, culturelle. Moi, il se trouve que mon papa est Peul, mais je connais peu de choses de la culture Peul, en tout cas en termes de langue, de pratique. Puisque ma maman étant mandingue, je pense que les mandingues ont gagné sur les Peuls. C'est la culture dans laquelle j'ai été élevée et c'est la langue qu'on m'a appris. Voilà. La langue qu'on a pratiquée chez moi. Et donc moi, je vous aiderai, je m'engagerai parce que je pense qu'il appartient aujourd'hui aux Africains aussi de prendre en main leur destin et peut-être d'apporter localement. Alors là où je suis moins d'accord, ou alors peut-être qu'il faudrait clarifier l'objet social de l'association, de la structure, parce que je pense qu'on a tous des engagements politiques ici et là, et moi la première, je ne m'en cacherai pas, mais je crois qu'on ne peut pas se substituer aux politiques. La réalité aussi, elle est là. Je pense qu'on aura beau faire des efforts, nos efforts auront des limites parce qu'on n'est pas des politiques, parce qu'on n'a pas des moyens politiques du Mali, du Burkina, du Sénégal ou d'ailleurs. Je pense que nous, notre rôle, ça doit d'abord être de la sensibilisation accompagnée avec nos moyens. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut rester très prudent sur les questions militaires ou autres. Moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellée, parce que je pense que la géopolitique de l'Afrique, nous la connaissons, chacun à notre niveau, mais je pense qu'il y a aussi des endroits où on ne pourra pas influer quel que soit notre nombre, parce qu'en réalité, il y a des choses qui se règlent sur la table des politiques, avec les politiques. Et là, on ne pourra pas forcément en parler, en tout cas, on ne pourra pas forcément agir sur ces questions-là. Et je pense qu'il faut aussi être ambitieux dans ce qu'on fait, mais aussi être réaliste. Alors effectivement, il y a des problèmes partout en Afrique, nous les avons trouvés. J'espère que nous ne les laisserons pas à nos petits-enfants. En tout cas, c'est l'objet de notre engagement. Mais je pense qu'il faut aussi être humble dans notre pratique, parce que je suis convaincue qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas régler, nous, avec notre détermination, avec notre volonté, aussi nombreux qu'on soit. Mais je pense que si on s'attaque à des problèmes en particulier, comme là vous êtes en train de le faire avec des spécialistes, j'ai cru comprendre en tout cas par ton intervention, que je crois que tu as quand même une vraie connaissance sur les sujets géopolitiques, en tout cas sur la question du Mali. Je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur des gens comme ça et se dire, ah ben voilà, nous notre problème, on va d'abord aller le régler, comme tu disais, on ne peut pas tous faire de l'humanitaire, mais on a tous une compétence, chacun à notre niveau, qu'on peut ici venir déployer pour pouvoir faire avancer l'Afrique. Mais c'est vrai que les questions militaires, moi je suis toujours un petit peu en retrait de ces questions-là, parce que j'ai aussi le sentiment profond que les Africains, pendant longtemps, quand on a eu des problèmes, on a toujours eu cette capacité à désigner l'autre comme étant notre problème. Mais je pense qu'on ne se met pas assez nous-mêmes autour de la table et de se dire, aujourd'hui par exemple, on a un conflit entre les Peuls et les Dogo, qui tous les deux sont africains. Alors je ne suis pas naïve, je vois bien ce qui se passe, les présences étrangères. Mais je pense que lorsqu'en tant qu'Africains, on aura réussi à se dire, nos problèmes sont les nôtres, il faut qu'on les prenne à bras-le-corps et qu'on arrête de désigner l'autre. Je ne dis pas que l'autre n'a pas de responsabilité, mais de se dire, mais c'est à nous aussi de nous souder et d'aller le chercher. Mais moi, je suis toujours très mal à l'aise quand j'arrive dans les réunions
Et je trouve qu'on dit toujours, ah ben c'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Mais elle est où notre responsabilité à nous? Et pour moi, quelque part, je suis un petit peu l'autre, parce que moi, je fais partie de ces enfants qui sont nés en France, donc d'abord française avant d'être sénégalaise, mais j'aime tellement le Sénégal, j'aime tellement l'Afrique, et je le dis tout le temps, moi je ne pourrais pas choisir entre mon père et la mère. Et ma mère, je suis aussi sénégalaise que française. Et ce que je peux apporter au Sénégal, je le ferai, et ici, des gens qui me connaissent le savent, mais je pense qu'il faut qu'on ait conscience aussi qu'en tant qu'Africains, nous avons une vraie responsabilité. Et quand on aura réussi à endosser cette responsabilité, peut-être qu'on sera à même de faire tomber tous ces clivages, tous ces problèmes politiques, sociaux, qui font que l'Afrique n'avance pas. Merci. Donc, il est là qui est une bonne caméraman et une bonne journaliste. De sa présence, donc les synthèses sont un tout petit peu ce que nous faisons. Donc, c'est intéressant ce que nous faisons et standing ovation à elle. Je remercie son collègue qui est là aussi, de sa présence, même s'il n'a rien dit, donc il est d'accord avec nous. Je remercie Mariama de la disponibilité. Je remercie aussi Pauline, Alsan. Je remercie Babiladi qui est un grand conseiller technique. Il me dit les choses telles qu'elles sont. Et Babacar aussi, Coco et sa voisine m'a dit tout le monde, donc je remercie tout le monde, l'ensemble, tout le monde. Donc je dis cap sur les prochains événements que je vais vous communiquer. Et voilà, Gare, je te remercie beaucoup de ta présence, ma chère voisine. Voilà, et on peut lever la science. Donc, chapeau à tout le monde. Baba, merci de ta présence et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble comme tu l'as si bien dit. Et voilà, tout est dit. Merci beaucoup à Djibril pour la prise de son et pour la vidéo. Chapeau, tu as été ponctuel, je pense que tu as été le plus ponctuel ici. Donc voilà, et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. est-ce qu'on va une photo? Oui, oui.